9h05. C'est un podcast en 8 épisodes que nous avons choisi de diffuser à l'approche des 2 ans du drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Car 9h05, c'est l'heure à laquelle, le 5 novembre 2018, 2 immeubles s'y effondraient, engloutissant 8 vies, celles de Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuelle, Nias, Ouloum, Simona et Taher. 2 ans après, nous avons donc cherché ce que ce 5 novembre a révélé, les questions qu'il a soulevées, les changements qu'il a entraînés. Aujourd'hui, Audrey Savournin s'interroge sur l'avenir du quartier. Cet épisode est dédié à la mémoire de Simona. Une bonne partie du numéro 67. Des tonnes de gravats. Voilà à quoi se résument les numéros 63 et 65 de la rue d'Aubagne au soir du 5 novembre. Des tonnes de gravats et un quartier amputé, en partie bouclé par un vaste périmètre de sécurité. Une catastrophe qu'on a vue venir de loin, comme titrait Delphine Tanguy dans La Provence, au lendemain du drame, rappelant l'échec du périmètre de restauration immobilière de Noailles et le report de la rénovation prévue dans le cadre de l'opération Grand Centre-Ville. Ils n'ont rien fait. Faites quelque chose. Le quartier de Noailles, il a abandonné. Il a abandonné le quartier de Noailles. Urbaniste, aujourd'hui coprésident d'un centre-ville pour tous, Emmanuel Patrice est bien placé pour en parler, puisqu'il travaillait pour la Soleam, aménageur de la ville, à cette époque. Au moment de la création de l'opération Grand Centre-Ville, qui date de 2010-2011. Bon. Des études démarrent, des études préopérationnelles de définition, de savoir dans quel contexte on se trouve, quelles problématiques à la fois d'habitat, mais aussi d'espace public, de sociologie, de gestion urbaine de proximité, toute la question du ramassage des ordures, toute la question des commerces. Bon. Mais cette étude reste dans les placards. Et j'avais moi-même à l'intérieur du mal à comprendre quelle était la logique derrière de l'abandon de ce quartier, quoi. Bon. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait il y a quand même une stratégie aussi, qui est qu'on a un peu laissé le quartier se dégrader, parce que c'est un quartier qui a quand même un bâti où il est difficile d'intervenir. Et donc on a laissé plutôt ce quartier se dégrader, parce que personne n'a pas eu vraiment envie d'y aller. Aussi dans une logique spéculative, c'est-à-dire qu'en gros, le jour où ça devient à tel point dégradé que le foncier devient extrêmement peu cher, là on peut commencer à faire des opérations intéressantes en termes financiers. Le partenariat public d'aménagement change-t-il la donne ? Aujourd'hui, clairement non. C'est vrai qu'un nouveau dispositif vient se mettre en place, vient se superposer à des tentatives et des échecs précédents. Sauf que moi j'ai l'impression que ce projet partenarial, c'est un peu une opération Grand Centre-Ville bis. Parce que bon, on n'invente pas grand-chose en termes d'outils, de leviers d'action juridiques, coercitifs, incitatifs, avec des subventions d'un côté, avec la menace de l'expropriation de l'autre. Bon. Par contre, on a exactement les mêmes pratiques, c'est-à-dire une absence totale de travail avec les habitants, de concertation, de transparence sur l'information, sur ce que soulèvent déjà les habitants du quartier de la rue d'Aubagne, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces immeubles qui ont été démolis. On aimerait bien dire notre mot sur l'avenir de cet espace-là. Et la métropole aujourd'hui n'a aucune transparence, mais alors absolument aucune, c'est le silence absolu. Un silence également médiatique, puisque l'élu en charge du logement, Frédéric Guigneri, n'a pas non plus donné suite à nos sollicitations. Son homologue à la ville, qui est compétente en matière d'arrêté de péril notamment, promet en revanche l'écoute et la transparence. Patrick Amico. Tout ce que m'ont été remonté par les collectifs ou par les associations, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas d'élus qui venaient nous parler. Le deuxième problème, c'est qu'à force de ne pas avoir de vision, on se crée sa propre vision des choses qui n'est pas forcément exacte. Quand je suis arrivé la première fois où je suis allé discuter avec les collectifs pendant la campagne électorale, les habitants accusaient l'ancienne municipalité d'avoir des projets cachés. Des projets, il y en a eu des dizaines sur Noailles. Est-ce qu'il y a un projet caché de la municipalité derrière ? Même pas. Il n'y a pas de projet parce que les outils se mettent en place, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de travail lourd. Il est à créer. Et là, effectivement, on va apporter un autre discours et une autre pratique. C'est que des dispositifs de concertation vont se monter autour de ces projets. On veut se donner le temps, justement, de travailler sur le projet de Noailles autrement que ce que ça a été fait par une vision extrêmement descendante et verticale des choses. Et la ville a bien un rôle à jouer, selon lui.
D'autant que si la métropole est à la manœuvre pour l'habitat ou le PPA, la problématique est bien plus vaste pour Mathilde Chaboch, adjointe à l'urbanisme. Ce quartier doit retrouver une forme de dignité. La dignité, elle passera par le fait qu'on arrête de le regarder uniquement comme un tissu de pauvreté, d'habitat insalubre, mais qu'on le regarde enfin comme un vrai quartier. Un quartier d'hypercentre, un quartier qui est plurifonctionnel, où on peut aller faire des tas de choses, et un quartier qui doit donc être abordé de cette façon, dans toute sa complexité. Donc ça veut dire qu'il faut complètement changer de regard sur cette portion de notre territoire et arrêter d'y voir seulement un empilement de dispositifs institutionnels, en rue, PPA, Action de la Soleam, qui viennent travailler des problématiques bien spécifiques, mais le regarder de nouveau dans sa toute cohérence et son entièreté. Parce qu'en fait, ce qui rend la vie dans ce quartier compliquée pour toute une série d'habitants, c'est certes le fait qu'il y ait de l'habitat insalubre et des problématiques très techniques, très spécifiques, mais c'est aussi le fait qu'il n'y ait jamais eu de réel plan d'amélioration de la circulation, qu'il n'y ait pas d'emplacement dédié aux livraisons, ce qui fait que les camionnettes bloquent les rues tout le temps. C'est qu'il y a un insuffisant traitement de la qualité des espaces publics. C'est aussi que les problématiques de sécurité, par exemple, sont mal traitées et mal adressées. Donc en fait, si on se concentre uniquement sur le logement, on va améliorer l'endroit où on habite, mais on va garder dans tout le quartier les mêmes difficultés. Une façon pour la ville de reprendre la main. Ce qui est sûr, c'est que quand on a une porte d'entrée uniquement technique, on regarde qui est l'acteur institutionnel qui a la compétence technique. Donc si on se dit que Noailles, c'est un quartier où il y a des problèmes de logement, dans la mesure où c'est la métropole qui a maintenant en transfert la quasi-totalité de la compétence sur le logement, eh bien, dans ce cas, c'est à la métropole qu'appartient la responsabilité de gérer ce quartier. Or, pour nous, ce regard, au-delà, je dirais, des divergences politiques que nous avons avec l'exécutif de la métropole, ce regard, il est impossible. Il est impossible parce que ce serait nier au quartier de Noailles son existence même de quartier. Noailles est un quartier qui doit aspirer à être un quartier comme les autres, traité avec le même type de respect. Et donc, dans cette logique, en effet, ça réaffirme le rôle de la ville, qui est responsable des 111 quartiers de Marseille, dont Noailles, que de venir travailler en finesse pour inventer avec les habitants un avenir pour ce quartier. Un avenir que précise Patrick Amico. On n'oublie pas la mémoire, bien sûr. On n'a pas l'intention d'aller démolir tout ce qu'il y a autour, puisque je pense que le 69-71, on ne les démolira pas pour le moment. C'est pour les années à venir, je pense qu'ils vont rester dans le paysage. Le périmètre de sécurité, si j'arrive à avoir la certitude qu'il n'y a aucun risque pour les populations, il disparaîtra. Parce qu'il faut que la rue d'Aubagne redevienne une rue entre guillemets normale, parce qu'il faut que les gens qui habitent, y compris de l'autre côté, puissent reprendre une vie normale, avoir accès à un certain nombre de choses, parce qu'il faut qu'on se pose la question de ce que va devenir l'église et la salle Masno à côté, parce qu'on a des potentialités là-dedans, parce qu'on a des équipements publics sur lesquels on réfléchit actuellement. Voilà. Mais tout ça, ça passe effectivement à un moment donné par la certitude qu'on peut vraiment revenir à une situation normale. Quant aux 63-65 rue d'Aubagne, Mathilde Chaboch aimerait qu'on arrête de les résumer à une dent creuse. Une expression, dit-elle, qui n'évoque que du vide. Cet endroit, il est terrible, il est le lieu d'un deuil collectif qui nous habite tous, mais je pense qu'il va falloir dépasser collectivement justement cette incapacité à dire autre chose que dent creuse pour pouvoir réinventer un avenir pour ces deux parcelles-là, mais aussi pour l'îlot dans sa globalité, pour réfléchir avec les habitants. Il y a plusieurs options qui peuvent être discutées. Il y avait l'idée d'un espace vert, il y avait l'idée d'un espace commun, un équipement public, par exemple, de proximité. Moi, ma vision, c'est que la ville, elle doit se régénérer et se refaire, et qu'y compris sur des endroits douloureux, c'est important de marquer le souvenir, mais c'est important aussi que la vie, elle puisse continuer et remettre enfin à un endroit comme celui-ci de la beauté, de la qualité, une qualité d'architecture et d'aménagement, justement parce que c'est un lieu d'un drame lié à l'abandon de ces politiques publiques par le passé. Il y a un consensus sur l'idée que ce lieu-là doit être un lieu de mémoire. Emmanuel Patrice, également membre du collectif du 5 novembre, se fait le porte-voix des habitants. Il y a une telle charge symbolique forte qu'on ne peut pas simplement reconstruire du logement et puis se dire, bon voilà, on a rempli la dent creuse, et voilà. Bon. Il y a un consensus sur l'idée de travailler ensemble et de vraiment essayer de trouver quelque chose qui rattache cet espace-là au quartier et aux habitants. Soit un square, soit un équipement public, enfin quelque chose qui soit de l'ordre du public. Il y a aussi un marqueur qui va, on le sait, se concrétiser, c'est
le baptême de la place du 5 novembre, la place aux maires, qui est juste en dessous des effondrements, la rue d'Aubagne. Pour nous, c'est symbolique. Et l'idée qu'on ait beaucoup à avoir porté, pas uniquement le collectif du 5 novembre, mais beaucoup de petits lieux de quartier, d'associations, de bars, à travers Noailles debout. On a vu qu'il y avait vraiment l'envie de marquer aussi symboliquement cette mémoire à travers le nom de cette place. C'est important, c'est des gestes qui aussi permettent de se retrouver, de se réconcilier aussi, de réconcilier le quartier. Bon voilà, même si le symbole il a une importance sur ces espaces-là, quoi. Bon, après effectivement, il faut aller plus loin, il faut qu'on trouve une façon de se faire entendre. Sinon ça va être catastrophique, ça va être un échec, y compris en termes d'appropriation des gens, de projets urbains. On ne peut pas réussir un projet urbain si on le fait contre les habitants. Donc on va continuer à faire pression. Pour que le vide spatial ne soit pas le seul à être comblé, mais que le vide politique le soit aussi.